effectivement, je suis rossignol hématologue. Je travaille au CEREMAST à l'hôpital, Necker, qui est coordonné par Olivier Hermine et donc je vais vous parler du syndrome d'activation mastocytaire, ou plutôt les signes d'activation mastocytaire en règle générale. Alors déjà, d'où vient le concept de SAMA ou syndrome d'activation mastocytaire? Bah, ça vient à la base d'une cellule qui s'appelle le mastocyte, qui est une cellule immunitaire qui est très ancienne, qui date, de l'invertébré, hein, marin, et on l'a retrouvée il y a 500 millions d'années et ensuite elle va être retrouvée chez tous les vertébrés et elle a de nombreux rôles hormis son rôle dans l'immunité et dans l'allergie. Donc on pense que son ancienneté, est importante dans le fait qu'elle ait, de nombreux rôles en physiologie et donc en pathologie, humaine. Elle est caractérisée par, l'expression de plein de récepteurs de surface, notamment le récepteur aux IgE qui s'appelle Fc, YR1, donc c'est ce qui va, induire les, allergies et puis le récepteur KIT qui peut, être muté dans le cadre notamment, des, mastocytoses et puis c'est une cellule qui est une forme de sentinelle qui va réagir très rapidement et libérer, ces médiateurs mastocytaires en quelques minutes, notamment l'histamine, va être libérée très rapidement, puis la tryptase, puis, d'autres médiateurs. Donc on va les retrouver, initialement on les retrouvait dans les zones d'interaction avec le milieu extérieur, donc notamment au niveau de la peau, des muqueuses, de l'arbre bronchique. Mais au final, à chaque fois qu'on le recherche, eh bien on le trouve, hein, dans le cerveau, dans la moelle osseuse, dans le foie, et voilà, qu'il a pas que des rôles, en lien avec, son rôle de sentinelle avec le milieu, extérieur. On le retrouve donc comme, je le disais dans l'hypersensibilité immédiate, dans, l'immunologie, mais également dans la défense contre les venins et notamment, les venins d'hyménoptères et donc probablement que ça a été très sélectionné, on va dire dans l'histoire, dans la phylogénie, grâce à son rôle de défense contre les venins, notamment les hyménoptères. Donc en fait, on a un mode d'entrée dans la mastocytose qui est assez classique, c'est le fait de faire un choc anaphylactique sur une piqûre d'abeille ou de guêpe et puis on va le retrouver dans énormément de pathologies. Où il peut être activé secondairement et donc on en parlera, tout à l'heure pour tout ce qui est fatigue chronique ou trouble du spectre de l'hypermobilité, mais le mastocyte peut être activé secondairement sans qu'il y ait une maladie primitive du mastocyte. Donc après activation, donc soit de manière, IgE spécifique, c'est-à-dire allergique, soit de manière immunologique, notamment des complexes humains, ou l'activation du complément ou bien une activation, de type hormonal, par exemple, la CRH qui est libérée lors du stress, qui va activer le mastocyte ou bien, l'œstrogène qui peut activer également, le mastocyte, ou bien on aura également d'autres facteurs, alimentaires ou physiques comme un changement brutal de température eh bien, on aura une activation et une dégranulation avec, des médiateurs donc préformés, nouvellement formés et des, cytokines qui vont polariser, système, immunitaire. Donc en termes des organes cibles, donc je vous ai dit les organes, à l'interface entre avec le milieu extérieur, donc notamment la peau, les muqueuses bronchiques et intestinales vont être, en général, très parlants, donc un tableau qui va être, en général très symptomatique sur ces organes-là. Mais également, on aura d'autres types de symptômes, notamment, d'origine cardiovasculaire avec, tout particulièrement l'anaphylaxie ou bien au niveau cérébral avec notamment des troubles, neuropsychiques, cognitifs. Donc la première décrite des pathologies mastocytaires a été la mastocytose, hein. Ça fait, maintenant, plus de 70 ans. Les mastocytoses, c'est un groupe, qui est extrêmement hétérogène, hein, avec des formes parfaitement bénignes et des formes très agressives, qui étaient autrefois considérées comme, des maladies très rares, avec une prévalence de 1 pour 20 000 et on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'on est plutôt sur une prévalence de 1 pour 3 500 donc ça fait, au final, beaucoup de patients et notamment c'est grâce aux nouvelles techniques, aux nouveaux algorithmes diagnostiques et aux nouvelles techniques de diagnostic. Donc la définition, c'est une accumulation anormale de mastocytes, mutés, donc qui infiltrent, souvent la peau, mais qui peut également infiltrer des organes et notamment on peut avoir des mastocytoses sans atteinte cutanée avec une atteinte médulaire pure, qui sont plus difficiles à diagnostiquer. On a des formes indolentes et des formes agressives et dans les 2 cas, on peut avoir des hémopathies malignes associées, notamment d'origine myéloïde et ce sont des maladies qui sont, très, très rarement, héréditaires. C'est, dans l'écrasante majorité des cas, des formes, sporadiques. Donc en termes de classification des mastocytoses, on a les formes cutanées. Alors les formes cutanées pures, ce sont, des formes qui sont principalement retrouvées chez l'enfant. Chez l'adulte,
En général, quand on recherche, au niveau de la moelle osseuse, on va retrouver au moins un argument de clonalité. Parmi les adultes, on aura des formes, non avancées, hein, des formes indolentes qui changent pas ou peu, le pronostic et puis des formes avancées, qui sont de agressives, leucémiques, de sarcome et ce sont des formes qui sont, bien sûr, beaucoup plus rares. Sur le point de vue physiopathologique, c'est la mutation KIT qui est retrouvée, dans l'immense majorité des cas et qui va expliquer en moins en grande partie, la, maladie et chez l'adulte, on a quasiment tout le temps, la mutation qui est située au même endroit et qui est au niveau de l'exon 17 et c'est la mutation KIT D816V. Donc elle est tellement récurrente que maintenant, eh bien, on recherche cette mutation en Droplet Digital PCR de manière spécifique avec des sensibilités qui sont très faibles, hein, de l'ordre de 0,01. Donc voilà, donc quand on a un patient qui arrive avec une suspicion de pathologie mastocytaire, maintenant, on recherche fréquemment, soit sur le sang, soit sur la moelle, cette mutation KIT, en Droplet Digital PCR. Donc, sur le point de vue des signes cliniques, on a les signes d'infiltration qui étaient les premiers qui ont été notés, dans le cadre de la mastocytose et notamment de la teinte de la peau avec des taches, qui sont typiques, hein, des maculopapules, brunâtres, et qui sont réactives, qui sont, bien fixées, qui sont au niveau des racines des cuisses en général et qui peuvent ensuite évoluer vers les membres inférieurs ou vers le tronc et qui sont, réactives à la friction ou à d'autres, déclencheurs et c'est le signe de Darrier. Quand l'infiltration devient majeure, eh bien, c'est un signe de gravité, on parle de forme agressive. Mais au-delà de ces signes, cliniques d'infiltration, on a également les signes d'activation, mastocytaire et c'est de là qu'est venu le concept de, syndrome d'activation mastocytaire. En effet, les patients avec mastocytose peuvent présenter, donc de l'infiltration et des signes d'activation mastocytaire. Parfois, ils en ont pas de signes d'activation mastocytaire. Mais quand ils en ont, eh bien, en général, ça va, être au niveau de quelques organes, cibles, donc notamment tout ce qui est urticaire, superficielle, ou profonde, comme on peut voir dans l'angioedème, le flush et puis, énormément de symptômes, peuvent être liés à l'activation mastocytaire. Vous verrez qu'il y a des symptômes qui sont très spécifiques, comme le choc anaphylactique, l'urticaire ou l'œdème de Quincke et des symptômes qui le sont beaucoup moins, comme les douleurs osseuses, les douleurs abdominales, avec des nausées, des vomissements, des céphalées ou des troubles neuropsychiques. Donc en fait, parmi ces symptômes, on les classe en très spécifiques ou en non spécifiques. Devant une dépression, la probabilité qu'il y ait une mastocytose, elle est extrêmement faible. Par contre, devant un choc anaphylactique sur un venin d'hyménoptère, la probabilité qu'il y ait, une mastocytose, eh bien, elle est de plusieurs pourcents, 5 à 10. Donc au niveau des déclencheurs, de l'activation mastocytaire, on aura des déclencheurs IgE-médiés, donc les hyménoptères, mais on aura aussi d'autres déclencheurs, notamment, alimentaires qui seront en général non IgE-médiés, non allergiques et c'est le cas notamment des aliments histaminolibérateurs et particulièrement de, l'alcool. On a également des médicaments qui peuvent déclencher, de l'activation mastocytaire, notamment, les morphiniques, des anti-inflammatoires ou certains curares. Alors une intolérance n'est pas égale à une activation mastocytaire. Une intolérance, c'est, une intolérance. Une activation mastocytaire, c'est qu'on a des signes pseudo-allergiques, sur un médicament et au-delà de ces symptômes, là, eh bien, il y a d'autres types de symptômes, qui ont été, décrits donc par, Olivier Hermine, dans PLOS ONE il y a maintenant, près d'une vingtaine d'années et qui, avait interrogé les malades avec mastocytose en leur posant la question: quels sont, les symptômes qui vous créent le plus de, handicap? Et en fait, le premier symptôme, c'était l'impact psychique, de, la maladie. Alors que, ce n'est pas une maladie, qui, changeait, l'espérance de vie. Donc on était frappés que les patients parlent de ça. Ils parlaient également de l'asthénie, des douleurs musculaires, des maux de tête, des, douleurs osseuses ou, des troubles cognitifs. Donc, des études ont été effectuées par la suite et notamment, sur, la métabolomique et ça a été rapporté par, Sophie Georgin-Lavial, et Raphaël Gaillard et ont montré que chez les patients avec mastocytose, eh bien, on avait une déplétion de sérotonine avec dans la voie IDO donc, qui module cette voie de la sérotonine, eh bien, une accumulation d'acide quinolénique, qui va activer les récepteurs, notamment, à la douleur, notamment les récepteurs NMDA. Donc probablement par la sécrétion de TNF du, mastocytome. Donc on a, clairement des patients qui ont des signes, neuropsychiques, des douleurs qui peuvent être liées à leur, activation, mastocytaire. Ces patients en général répondent aux traitements symptomatiques sur leurs signes neuropsychiques.
Donc quels sont les désordres de l'activation, mastocytaire, donc en dehors de ces problématiques de mastocytose? Eh bien, ces désordres, ils sont, on va dire, classés à l'heure actuelle en 2 cases, principal. Donc syndrome d'activation, mastocytaire idiopathique, c'est, syndrome qui est caractérisé par une anomalie qualitative du mastocyte. Donc il y a pas, mutation. Il y a pas d'accumulation de mastocytes, mais les mastocytes ont un seuil de déclenchement qui est, trop faible et donc on aura énormément de symptômes dont font partie, également, l'urticaire. On aura, pour faire un diagnostic de syndrome d'activation mastocytaire, on doit remplir 3 critères de manière stricte. On a un critère clinique, donc il faut avoir des signes typiques d'activation mastocytaire qui, doivent atteindre au moins, 2 organes. Ils doivent être, sévères et il ne faut pas qu'il y ait une autre cause, qui soit, retrouvée et parmi, ces organes touchés et bien, les critères sont assez stricts. Il y a que seulement 4 organes qui sont, relevants pour, permettre de faire un diagnostic de syndrome d'activation mastocytaire. Donc l'atteinte cutanée, donc qui doit être parlante, hein, pas simplement un prurit de temps en temps, hein, donc une attente cutanée, avec notamment des flushs, des démangeaisons ou de l'urticaire. Des signes digestifs, donc qui sont moins spécifiques, donc qu'on retrouve fréquemment avec des douleurs abdominales, des diarrhées ou des vomissements. Des signes respiratoires de type allergique, par exemple, asthmatique, ou des signes ORL et puis des signes cardiovasculaires, notamment avec, de l'anaphylaxie. Les autres symptômes, qui ont été, parfois proposés par, d'autres, par une autre équipe et bien, ne sont pas, diagnostiques pour le syndrome, d'activation mastocytaire, même si on a vu que les patients avec syndrome d'activation mastocytaire peuvent également présenter de la fatigue. Donc le deuxième critère pour poser un diagnostic, c'est le fait d'avoir une preuve de dégranulation et donc cette preuve, c'est une élévation de la tryptase sérique au moment d'un symptôme, d'une poussée, et donc typiquement, ça va être au décours d'une réaction anaphylactique, et donc ça, c'est un critère qu'on utilisait déjà auparavant, en cas d'anesthésie générale pour faire le diagnostic différentiel entre un choc d'origine anaphylactique ou hémorragique, et cetera. Et puis le troisième critère, c'est un critère de réponse au traitement, d'épreuves antidégranulants. Donc, c'est-à-dire les traitements, de base qu'on reverra, tout à l'heure, antihistaminiques de type 1, 2 ou antileucotriène ou chromoglycate. Cette réponse, en fait, elle doit pas être, isolée ou superficielle. Cette réponse doit être très significative, c'est-à-dire qu'on doit clairement améliorer, la qualité de vie, des patients avec, ce, traitement. Donc ce qui est pas le cas en général dans les, signes d'activation mastocytaire secondaire où là, il y a une maladie sous-jacente, pour lequel le traitement symptomatique ne va pas du tout, avoir, d'effet. Donc voici les grands groupes de SAMA. Donc le SAMA primaire, c'est en fait, au final, la mastocytose. Le SAMA idiopathique, c'est lorsque aucune cause n'est retrouvée. Le SAMA secondaire, eh bien, ce sont des SAMA, en fait, chez les patients qui ont, notamment une polysensibilisation, hein, les patients qui ont beaucoup, beaucoup d'allergies et qui, vont être adressés par l'allergologue parce qu'ils présentent des fois des réactions qui sont pas liées à une allergie IgE-médiée. Puis on aura également des patients qui ont des maladies notamment, type MIT, des maladies inflammatoires chroniques qui vont secondairement activer, leur, mastocyte. Donc là, on peut activer le mastocyte également, secondairement. Mais c'est le traitement de ces symptômes, de SAMA secondaire ne vont pas du tout améliorer bien évidemment la maladie sous-jacente. Donc dans le SAMA idiopathique, pour vous, documenter, vous illustrer, je vous présente le cas de Victoria qui a 17 ans, qui était suivie pour une urticaire aiguë intermittente, qui faisait donc, de l'urticaire superficielle et profonde, qui faisait, des flushs également et qui avait été mis sous anti-H1 avec une efficacité partielle, une dose de 2 comprimés par jour. Donc voilà, donc ces signes cutanés étaient, vraiment, très présents. Et puis, en dehors de ça, elle avait également présenté 2 anaphylaxies, sévères, hein, avec, adrénaline, hospitalisation, pour lequel, une fois ça a été, sur les anti-inflammatoires et une deuxième fois c'était, parfaitement, idiopathique. Cette patiente avait également des signes associés, c'est-à-dire qu'elle avait une asthénie importante,
un absentéisme scolaire, qui suivait en fait ces signes et ces épisodes de dégranulation. Elle avait également des douleurs musculo-squelettiques, des douleurs abdominales et puis il y avait eu les facteurs déclenchants assez classiques de l'activation, mastocytaire. Donc 3 ans d'errance médicale, une personne qui était, déscolarisée et puis au final, elle a été, bilantée par, le service de dermatopédiatrie qui a retrouvé une tryptase basale à 13 et une tryptase, en crise qui était à, 24. Donc une élévation très significative de son taux, de tryptase et puis on a fait un myélogramme pour rechercher une mastocytose et au final, il y avait pas du tout de mastocytose. Donc on est dans le cadre du syndrome d'activation, idiopathique et puis avec cette tryptase basale à 13 et bien, qui est un peu haute et bien, il fallait rechercher donc l'alpha-tryptasémie héréditaire qui est un polymorphisme, hein, qu'on retrouve chez, 5 de la population générale, qui est associé donc, à, une élévation de la tryptase, on va y revenir. Donc quels sont les traitements, qui ont été instaurés chez Victoria? Bah, elle était mise sous anti-H1, à bonne dose, anti-H2, anti-leucotriène et puis au final avec ses anaphylaxies, elle était mise et son urticaire sous Xolair, qui ont permis, retour à la scolarité, normale, une amélioration, quasi totale sous traitement symptomatique. Une personne qui a repris ses études et qui vit une vie quasiment, normalisée à part le fait qu'elle doive prendre des, médicaments. Donc l'alpha-tryptasémie héréditaire, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en fait simplement une, une augmentation du nombre de copies du gène de la tryptase, donc qui s'appelle TPSAB1. On pourrait avoir 2, 3, 4 copies ou plus et cette augmentation du nombre de copies fait qu'on a, des tryptases qui sont, plus hautes, qui sont normalement, au-dessus de 8. Alors c'est pas parce qu'on a une tryptase au-dessus de 8 qu'on a une hyperalpha-tryptasémie, mais, en tout cas au-dessus de 11, on est clairement, plus, dans la norme et on a soit une mastocytose, soit une hyperalpha-tryptasémie. Initialement, on pensait que c'était une maladie, plutôt génétique, mais en fait, on s'aperçoit que vu que c'est très fréquent, il y a 5 de la population générale et bien, il y a pas du tout de pénétrance complète, des, symptômes qui avaient été, retrouvés initialement, donc, des symptômes qui ressemblaient à des signes d'activation, mastocytaire. Des études ont été faites sur des larges cohortes, notamment, sur, des cohortes de patients qui font, des anaphylaxies aux hyménoptères ou bien, avec des mastocytoses systémiques ou de l'anaphylaxie idiopathique et dans ces 3 cohortes et bien, on a retrouvé une augmentation de la prévalence de la hâte, comparativement à la population générale. Donc ce qui amenait à un risque, par exemple, fois 2 à fois 3 lorsque l'on a ce marqueur de développer une, anaphylaxie aux hyménoptères, d'avoir une mastocytose ou bien de présenter une anaphylaxie, idiopathique. Les travaux ont été menés au niveau, biologique et ont montré que, bah, les personnes qui ont une hâte ont des complexes de tryptase, assez, particulières qui vont activer, par 2 cette activation va être à l'origine de la fuite, vasculaire et donc de l'anaphylaxie. Dans notre, cohorte de patients initialement, maintenant qu'on a enrichi avec plus de 680 patients, des patients avec diagnostic, de SAMA et bien, on retrouvait, au total 23 de 23 à 25 de prévalence de la hâte. Donc la hâte est clairement associée, aux signes, d'activation, mastocytaire. C'est pas parce qu'on a la hâte qu'on va en présenter, hein, mais en tout cas, lorsque l'on a un SAMA, il y a 4 à 5 fois plus, de chances que l'on soit porteur de, la hâte. Et donc, ça c'était, la description classique, le SAMA idiopathique, la maladie prototypique primaire du mastocyte. Et bien, après, et bien, il y a énormément de patients qui ont été adressés avec des symptômes d'activation mastocytaire, mais qui rentraient pas, dans, ces critères et ces signes-là sont regroupés dans le terme MCAD-NOS ou symptômes d'activation mastocytaire, non, spécifiques. Et donc pour vous illustrer ce cas, une des patientes, de nombreuses patientes que j'ai pu, recevoir, en consultation, donc c'est une patiente de 45 ans qui avait, de nombreuses intolérances alimentaires médicamenteuses. Le bilan allergologique était, négatif, pas d'anaphylaxie pour ses antécédents, qui ont arrêt maladie, avec des douleurs, de la fatigue chronique et une notion de subluxation avec une notion de SED, hypermobile au final qui est plutôt retrouvée de type, HSD par la suite
de type, trouble du spectre, de l'immobilité et puis comme le SAMA est devenu de plus en plus, on va dire connu et puis qu'il y a des questionnaires qui circulent, avec, des questions, qui montrent des symptômes pas forcément, spécifiques et bien forcément, elle a vu qu'un certain nombre de symptômes, pouvaient, correspondre avec, ce diagnostic même si, bah, au final, ils l'étaient pas. Notamment donc, les troubles du sommeil, le brain fog, une peau, sensible notamment aux cosmétiques, des malaises vagos, et cetera, des infections, tachycardie inappropriée, des troubles, fonctionnels digestifs et des épisodes de prurite. Donc un bilan avait été effectué, notamment avec un dosage de tryptase qui est normal, pas d'ostéoporose, une NFS normale. Elle avait fait un dosage de DAO qui est strictement inutile et au final, je lui avais mis un traitement antihistaminique qui a amélioré, le prurite, qui était pas majeur, il y avait pas de prurigo, mais qui, pouvait effectivement la gêner, dans le temps. Donc ça, c'est le cas prototypique du MK-DNOS qui a une pathologie sous-jacente et qui a secondairement quelques signes d'activation mastocytaire et ces signes peuvent être améliorés par un traitement, antihistaminique. Mais ce traitement antihistaminique n'a pas, bien évidemment, modifié, drastiquement, sa, qualité de vie. Et en fait, lorsque l'on regarde dans des cohortes, de, certaines équipes, eh bien, on s'aperçoit que eh bien, on peut retrouver, des signes de SAMA, des signes d'activation mastocytaire jusqu'à 17% de la population générale. Donc en fait, c'est, une situation qui est assez fréquente, et voilà, le mastocyte, il peut s'activer secondairement à énormément, de choses. Alors le truc, c'est qu'il y a aussi, quels critères on utilise, pour dire que c'est de l'activation mastocytaire? Parce qu'on a vu la patiente tout à l'heure qui avait de la fatigue et des douleurs, et la fatigue et les douleurs, on peut le retrouver dans énormément de situations cliniques. Donc quand on regarde certaines, équipes qui ont tendance, selon nous, de faire des surdiagnostics de SAMA, eh bien, on voit qu'ils vont utiliser certains symptômes qui font clairement activation mastocytaire, notamment du flush, la rhinite chronique pérannuelle, de l'urticaire, mais également d'autres, symptômes qui sont, clairement, non spécifiques, hein. Des épisodes de perte de poids, c'est pas du tout spécifique, par exemple, ou les télangiectasies, c'est pas du tout spécifique, de, pathologies, mastocytaires. Donc effectivement, on peut voir si on utilise des critères qui sont très, très larges, eh bien on peut retrouver, 17 ou 20 de la population générale qui ont des signes, entre guillemets, de d'activation mastocytaire. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on différencie, les maladies dans lesquelles, le mastocyte est driver de la maladie, donc c'est-à-dire la mastocytose avec des mutations ou le SAMA idiopathique et donc typiquement, c'est des patients qui vont avoir fait, de l'anaphylaxie, ou qui ont, une urticaire aiguë intermittente, sévère et des autres pathologies qui sont bien plus fréquentes, qui ont un mastocyte qui est activé secondairement. On retrouve dans le Covid long, dans les troubles du spectre de l'hypermobilité. On peut retrouver dans énormément de situations, mais le mastocyte n'est pas driver de la maladie, c'est-à-dire que c'est pas le mécanisme initial qui va, créer, tous les symptômes et donc notre traitement aura une efficacité qui est assez faible. Et donc, dans cet ensemble de pathologies, de type, SAMA, et bien, on aura les SAMA primaires type mastocytose qui sont vraiment des maladies liées à la dégranulation. Le SAMA idiopathique qui est une maladie primitive du mastocyte, même si, on ne retrouve pas, de mutation, qui peut être déclenchée par tout un tas de déclencheurs. Et puis les MCAD, non spécifiés, NOS, qui est en fait un énorme ensemble qui peut, même regrouper peut-être plusieurs millions de personnes, en France, ou bien chez ces patients, il peut y avoir des signes d'activation mastocytaire, hem associés, ou non à, une maladie, sous-jacente et donc là, c'est une entité qui est bien entendu, à démembrer. Et donc, dans notre expérience, l'efficacité de nos traitements va être majeure, dans, bah, la plupart des patients avec SAMA idiopathique ou mastocytose et chez une petite partie des patients avec MKDNOS et au final, la grande majorité des patients avec MKDNOS, notre traitement aura une efficacité limitée, dans, l'objectif qui est d'améliorer bien sûr la qualité de vie, des, patients. Lorsque l'on regarde, à un moment donné, il y avait beaucoup de patients qui étaient adressés, pour un diagnostic de SED, hypermobile. Au final, beaucoup de ces diagnostics étaient
redressés pour un trouble du spectre de l'hypermobilité et les patients qui avaient un authentique, SAMA, idiopathique et bien, il n'y en avait qu'un seul sur, initialement les plus de 250 patients et puis les autres patients, avaient plutôt des symptômes d'activation mastocytaire. Donc maintenant chez les patients, qui ont un trouble du spectre de l'hypermobilité ou un SAID hypermobile, eh bien on leur dit que oui, il peut y avoir des signes d'activation mastocytaire qui sont secondaires. On leur donne des traitements, ça améliore leurs symptômes comme ça peut améliorer une douleur. Ça change pas drastiquement bien sûr, ce qui est pas lié au mastocyte, mais il faut quand même le prendre en charge. Voilà, donc dans notre expérience, on ne retrouve pas l'anaphylaxie sévère dans cette population. Dans notre expérience, enfin pas ou quasiment pas. Dans notre expérience, tout ce qui est activation secondaire du mastocyte n'induit pas d'anaphylaxie, donc on met pas en œuvre les recommandations, que l'on a dans les mastocytoses, par exemple pour anesthésie générale, et cetera. Et donc, la plupart des patients, par contre, étaient améliorés sur leurs symptômes d'activation mastocytaire par le traitement symptomatique. Et donc, on recommande bien sûr d'initier un traitement par antihistaminique de type H1, H2, chromoqui 4 ou singulaire. Donc voilà, donc comment on prend en charge l'activation mastocytaire? Eh bien, chez les malades qui ont des mastocytoses systémiques indolentes ou des SAMA idiopathiques, eh bien, on va prendre en charge, les symptômes neuropsychiques, de manière, spécifique par une évaluation neurologique, de la rééducation orthophoniste. Lorsqu'il y a des problèmes psychiatriques, bah, un psychiatre ou une psychothérapie. Il y a des mesures de prévention qui sont à mettre en œuvre chez les malades avec mastocytose et chez les malades avec SAMA idiopathique, donc notamment anaphylaxie idiopathique, parce que ces malades doivent bénéficier de mesures de prévention avant le bloc opératoire ou en cas d'antécédent d'anaphylaxie sur les hyménoptères. Ce n'est pas le cas, des patients avec, MK-adénose ou signes ou symptômes d'activation mastocytaire et le traitement symptomatique, bah, il est simple. Il est anti-H1, donc c'est des doses qui sont plutôt des doses urticaires, c'est-à-dire, très rarement, à 1, plutôt des malades qui répondent à 2 par jour. On peut monter parfois à 4, mais le 4 par jour, c'est plutôt quand il y a une vraie urticaire aiguë intermittente. En moyenne, c'est plutôt 2. En cas de signe, gastrique, eh bien, on a heu, des anti-H2 pour traiter, donc les gastralgies ou le reflux, donc c'est la cimétidine et surtout la famotidine. Le montelukast pour tout ce qui est, pollakiurie, donc lié à la cystite interstitielle, ou bien le flush ou les signes ORL et puis le chromoglucate de sodium, qui aura, une efficacité sur, les problèmes d'intolérance alimentaire, notamment des aliments riches, en histamine et bien entendu, dans tous les cas, il faut essayer autant que faire se peut, faire une éviction des facteurs, déclenchants et donc ça, ces traitements, permettent, dans la grande majorité des cas, d'améliorer très, très significativement, les patients avec, syndrome d'activation, mastocytaire idiopathique, ou d'améliorer les patients qui ont des signes d'activation mastocytaire également, de type MKADENOS, mais sans améliorer complètement leur qualité de vie, bien sûr. Et donc le Xolair a été ensuite, essayé pour les SAMA idiopathiques et pour les mastocytoses avec, des réponses qui sont, globalement bonnes, notamment pour tout ce qui est anaphylaxie, ou urticaire ou signes, respiratoires. On rappelle que l'indication, l'AMM du Xolair, c'est l'asthme et à l'urticaire, donc on a forcément, des réponses qui sont satisfaisantes. Alors maintenant, on utilise de moins en moins au final le omalizumab dans le cadre des mastocytoses, parce qu'on a une AMM avec un autre médicament et on l'utilise maintenant, assez plus chez les patients qui ont simplement, de l'anaphylaxie, idiopathique. Chez les malades qui ont des MK-adénose, au final le Xolair a en général une efficacité qui est pas majeure. Et donc, en conclusion, donc, les syndromes d'activation idiopathique, donc typiquement avec anaphylaxie, toutes les mesures de prévention, un traitement qu'il faut, incrémenter au fur et à mesure pour éviter ces chocs anaphylactiques, mais au final, c'est une maladie qui est, assez rare. Par contre, les signes d'activation mastocytaire et notamment donc, qu'on pourrait regrouper sur MK-ADNOS, eh bien, sont une situation qui est très fréquente. Donc on peut l'avoir, chez les patients qui ont notamment les pathologies, donc j'ai pu voir aussi des syndromes de fatigue chronique, covid long, troubles du spectre de l'hypermobilité, et ou et cetera, ou maladies auto-immunes, maladies inflammatoires, et cetera. Donc dans ce cadre-là,
eh bien, il y a pas de nécessité, d'être, évalué, notamment de faire une biopsie ostomédulaire, myélogramme et cetera pour rechercher une mastocytose devant des signes d'activation mastocytaire, s'il y a pas de point d'appel pour une mastocytose. Ça va faire des examens qui sont, strictement, inutiles et donc voilà, le traitement symptomatique, il est très simple, et il peut être, mis en œuvre par, n'importe quel médecin, qu'il soit spécialiste ou non spécialiste. Et donc dans la plupart du temps, on va avoir une réponse aux anti-H1 et anti-H2 dans les MKDNOS, mais ne pas hésiter à rajouter le chromoglycate de sodium, bien sûr, pour, les patients qui ont des symptômes, digestifs qui peuvent être particulièrement handicapants. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette, très belle présentation, très informative et très claire. Voilà, là, tous les centres qui sont associés, je pense que c'est le réseau que vous avez mis en place avec Ceremas, j'imagine. C'est ça. Donc, juste quelques mots du réseau. Donc on est une vingtaine de centres. Donc le centre de référence, c'est, donc à Paris. Il y a 2 centres constitutifs qui sont qu'on va dire, intermédiaires entre, compétences et références qui sont situés donc à la Pitié-Salpêtrière et à Toulouse. Et puis ensuite, on a des centres de compétences et on a a priori 5 nouveaux centres qui, sont intéressés pour, nous, rejoindre, pour les prochaines, labellisations. Alors il faut savoir que c'est les centres qui sont, des centres à la base de maladies rares. Parce que, initialement, c'était, pour la mastocytose et qui était considérée comme une maladie, très, très rare et en fait, on s'aperçoit que, bah, non, les diagnostics de mastocytose sont au final beaucoup plus fréquents et même les anaphylaxies idiopathiques également. Donc c'est pour ça que parfois il y a des problèmes de dissociation entre, bah, nombre de patients qui peuvent avoir à un moment donné des signes d'activation mastocytaire et nombre de patients que l'on, peut recevoir pour exploration et donc nous, notre travail, c'est surtout que les patients qui ont les signes d'activation mastocytaire non spécifiques puissent être traités, en ville et puis que les patients qui ont des maladies, bah, mastocytoses agressives, des leucémies, ou bien des mastocytoses indolentes symptomatiques ou des anaphylaxies à répétition et cetera, puissent être prises en charge relativement rapidement et être, traités. Oui, oui, bien sûr, c'est assez logique. Alors ce que je vois quand même globalement, la filière de recrutement, c'est hématologie, médecine interne, dermato finalement. C'est Allergo aussi, beaucoup oui, d'allergies oui, bien sûr, oui. et de rhumato aussi parce qu'on a beaucoup de malades qui sont adressés, en allergologie. Déjà tous les malades avec les hyménoptères. En fait, on a tout l'algorithme, il y a de nombreux patients avec anaphylaxie aux immunothéraires qui doivent être adressés au CEREMAS pour exploration médulaire. C'est important parce que c'est des patients qu'il faut désensibiliser toute leur vie, parce que si on arrête les désensibilisations, bah, ils peuvent mourir sur une prochaine piqûre, d'hyménoptère, en fait. Et puis on a aussi, beaucoup de patients qui sont adressés de rhumatologie, pour, des ostéoporoses sévères, du sujet jeune. Donc voilà, 40 ans avec les cascades fracturaires et cetera. Donc voilà, c'est aussi un mode d'entrée classique, pour, la mastocytose. L'ostéoporose sévère. Trabéculaire et sourd, ouais, Fritas Z. Typiquement, c'est ça. Ostéoporose sévère trabéculaire, notamment de l'homme ou de la femme non ménopausée avec cascade fracturaire, et souvent réfractaire au traitement ostéoformateur et puis avec une tryptase qui est élevée. D'accord. Donc en pratique, quand on a des patients qui ont des signes relativement peu spécifiques ou en tout cas qui peuvent être partagés par, je pense par exemple effectivement à la fatigue chronique, les douleurs musculaires ou articulaires, la recommandation c'est qu'on doit chercher des signes plus en faveur, type par exemple, les allergies, l'asthme, des éléments de cette nature, si on veut s'orienter. Alors, OK, en fait, il y a 2 choses. Déjà, premièrement, comme il y a des signes qui sont spécifiques, des signes qui ne le sont pas du tout, Oui, c'est pas parce qu'ils sont pas spécifiques que c'est pas des signes d'activation mastocytaire. bien sûr. Et bien, nous, on recommande de, traiter de manière, importante, voilà, les patients par des traitements symptomatiques d'épreuves, de type anti-H1, anti-H2, voire chromogynétique D'accord. singulaire. Voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est ce qu'on fait de toute façon. Nous, on n'a pas d'autre traitement, enfin à part, Ah Xolair pour oui, les je anaphylaxis, comprends bien. on n'a pas d'autre traitement.
Et donc, ces médicaments-là peuvent améliorer soit de manière mineure, soit de manière même modérée, plus importante, des patients et donc, voilà et c'est très bien toléré donc je pense que c'est pour ça que nous, on recommande vraiment, je sais que au CRMR par exemple de Garches, pour les sels d'hypermobile maintenant, ils traitent, les patients sans problème, comme ils mettraient un antidouleur. Non, après pour les points d'appel pour rechercher une mastocytose, c'est des malades qui auraient, voilà, donc soit associé une ostéoporose fracturaire avec une tryptase élevée, soit des antécédents d'anaphylaxie, sévères, aux hyménoptères et donc on a des algorithmes en fait pour ça, pour déterminer chez les patients qui ont fait, un choc anaphylactique, et bien, voilà, est-ce qu'il y a une probabilité qu'il y ait une mastocytose et qu'on doit explorer au niveau médulaire. Donc c'est un autre cas, c'est les hyperesophilies aussi chroniques, à plus de 1 500, où là, il y a un bilan qui est en général fait par l'interniste et donc voilà et puis bien sûr les chocs anaphylactiques idiopathiques, mais là en général, c'est l'allergologue qui nous l'envoie. D'accord. Et la place du dosage de la tryptase? C'est Elle est fondamentale, ouais, de la tryptase, elle est fondamentale pour, 2 choses, pour faire un diagnostic de SAMA idiopathique, c'est-à-dire avoir ouais. une basale et comparer après le choc. Donc ça permet de faire le diagnostic et deuxièmement, elle est fondamentale également, on va dire, pour tous les algorithmes pour rechercher une mastocytose. En revanche, c'est pas parce qu'on a une tryptase normale qu'on ne peut pas présenter des signes d'activation. Donc des patients qui ont enfin d'ailleurs la plupart des patients que je vois qui ont des HSD, alors j'ai eu moins de patients avec syndrome de fatigue chronique, mais tous les patients que je voyais, ils avaient une tryptase strictement normale et donc ces patients-là, en général, n'ont pas de maladie primitive du mastocyte. Ouais. Donc il y a pas de raison de les explorer, mais par contre, peuvent bénéficier de manière marginale certes, mais peuvent bénéficier quand même, d'un traitement, symptomatique de l'activation mastocytaire. D'accord, oui, c'est plus clair comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Alors moi, dans le cas de N avec un SAMA, donc les deux combinés, dans le N, il y a souvent une haute intolérance aux médicaments. Est-ce qu'il y aurait d'autres traitements thérapeutiques en cas d'échec des HMH2 et chromolygate de sodium? Alors donc dans l'intolérance médicamenteuse, faut faire attention, il y a plusieurs choses, c'est pas que du SAMA. Hem, Non, à cause de l'EM, hein, justement. oui, oui, genre je vais faire en 2 mots, dans mon expérience en tout cas de l'intolérance médicamenteuse que j'ai pu observer. On peut avoir donc de l'activation mastocytaire qui est typiquement sur l'INS et cetera. On peut avoir parfois, des problématiques, d'intolérance aux excipients et donc ça parfois on a des patients qui sont intolérants aux excipients et alors, il y a des fois c'est parce qu'il y a du lactose, mais des fois c'est d'autres excipients et donc des patients qui peuvent bénéficier, de préparations magistrales, sans excipients et sinon eh bien, on n'a pas de traitement, miracle pour ça, clairement, à part, mettre des antihistaminiques dans un cas ou mettre des traitements sans excipients dans l'autre cas. Après des patients qui ont des intolérances à tous, les médicaments et cetera, même, qui sont intolérants aux préparations sans excipients, bah, ça je sais pas, mais en tout cas on n'est pas dans le Oui, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant, vous faites des préparations magistrales, donc ça c'est ouais, je fais des préparations magistrales, même si alors, peut-être qu'il y a certaines intolérances aux excipients qui sont liées c'est pas un domaine où il y a beaucoup de recherche, hein, mais et probablement qu'il y a une partie, des intolérances aux excipients qui peuvent être de l'activation mastocytaire. Il y en a d'autres où ça l'est pas. J'ai envie de dire peu importe. Voilà, des patients qui clairement, ils prennent leur, préparation magistrale sans excipient et qui tolèrent mieux le médicament. d'accord, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, vous avez été très clair, je pense. En tout cas, merci beaucoup et écoutez, c'était extrêmement informatif. Merci encore pour cette intervention.